bonjour. Donc voilà, donc moi c'est Grégoire Viraud et donc je suis là pour vous donner un petit peu des éléments sur donc, le mémoire que j'ai présenté et que j'ai soutenu il y a maintenant un an à Nantes. Donc il va y avoir deux petites parties. D'abord je vais vous représenter un petit peu les éléments de la démarche que j'ai eue en fait et comment j'en suis venu à traiter ce sujet qui maintenant que vous avez été sensibilisé, vous paraît évident, mais qui au départ, quand on parle de placebo, on ne pense pas du tout à la communication thérapeutique. Et puis ensuite, je vais essayer de vous redonner un aperçu de la manière dont maintenant on parle du placebo et de la manière dont le concept a évolué en fait. Donc moi, quand j'ai un mémoire, à la base, c'est une problématique. Et donc moi, ma problématique qui est un petit peu provocatrice, c'est donc pourquoi et comment on optimise la dimension placebo du soin dans la prise en charge kiné. Donc moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était de savoir en fait comment est-ce que, par rapport à mes techniques que j'utilise d'habitude, la mobilisation, la kiné-respi, etc., je pouvais aller plus loin et je pouvais optimiser en fait, les soins quotidiens en fait. Et puis, quand j'ai travaillé sur ce sujet, donc j'ai discuté avec mes confrères, mes maîtres de stage, etc. Et je disais, voilà, je vais travailler sur le placebo. Donc là, les gens étaient très enthousiastes. Et puis ils me disaient, ah, c'est super, tu vas parler du TENS, tu vas parler du massage, tu vas nous parler des ultrasons, tu vas nous dire un peu si finalement la rééducation, ça marche. Et puis, est-ce que la kiné, c'est pas un peu du pipeau. Donc, en fait, quand je parlais de placebo, les gens tout de suite avaient dans l'idée que le placebo, en fait, c'est un outil d'évaluation du soin et non pas un outil d'optimisation. Puisque forcément, on parlait de suggestion à l'instant, le mot placebo, il est plein de suggestions et il est plein de croyances. Et en fait, tout de suite, on pense bien sûr à double aveugle contre placebo. Et donc là, moi, je disais, non, moi, je vais parler de la communication thérapeutique. Donc là, je voyais que je les perdais un petit peu assez rapidement. Donc du coup, c'est pour ça que comme finalement c'est pas évident le sujet que j'ai traité, je vous redonne un petit peu la démarche et comment j'en suis arrivé à traiter ça. En tout cas de cette manière-là. En fait, pour commencer, moi je voulais faire un mémoire sur la communication. J'avais une espèce d'utopie comme ça. Je voulais faire un petit guide pratique avec plein de petites techniques et d'éléments de communication que mes confrères auraient pu réutiliser ensuite de manière pratique. Et puis tout de suite, je me suis heurté à des problèmes, surtout sur la bibliographie. Parce que quand on fait un mémoire comme ça, il faut avoir une bibliographie béton. Et puis, c'était pas du tout adapté à ce que je recherchais. Et puis, c'était pas du tout adapté à ma formation. C'était des choses assez loin de moi. Donc, du coup, il a fallu que je repose un petit peu tout ça et que je réfléchisse finalement à ce que je voulais faire. Et puis, je me suis posé cette question, en fait, pourquoi est-ce que on communique bien avec son patient ? Finalement, pourquoi est-ce qu'il y a des formations en communication émergence, des livres ? C'est quoi le niveau au-dessus ? C'est quoi l'intérêt ? Et qu'est-ce qu'on sait là-dessus en fait au niveau scientifique ? Et puis je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et puis quelques mois, un an auparavant, j'avais vu un anesthésiste à Quiberon, un Allemand moustachu, qui me disait, Monsieur Hansen, pour la première fois, j'ai entendu, il y a des suggestions négatives qui vont induire des effets nocebo. Et quand j'étais dans la difficulté là, au niveau de mon mémoire, j'ai cette conférence qui m'est revenue à l'esprit. Et du coup, en fait, ça m'a permis de répondre à cette question de manière très globale, finalement. Pourquoi est-ce qu'on soigne sa communication ? C'est parce que l'on veut éviter le nocebo et puis on veut favoriser l'effet placebo. Alors donc, comme je vous disais, ce placebo, il est plein de suggestions et il est plein de croyances. Et maintenant, il y a eu beaucoup de choses écrites là-dessus. Donc, je vais vous redonner un peu les éléments principaux pour que la prochaine fois que vous entendiez ce mot, vous sachiez, en tout cas je l'espère, mieux l'appréhender. Alors, il y a un des principaux problèmes sur le sujet, c'est que finalement, les gens qui ont travaillé là-dessus ne s'accordaient pas sur la définition.
Parce que vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un outil d'optimisation du soin et puis d'un outil d'évaluation. Donc déjà, on est dans deux mondes différents. Et donc, voilà une définition globale. Donc c'est un phénomène neurobiologique qui se produit suite à la perception de l'action thérapeutique. Donc ça, c'est important sur les deux points. C'est que d'abord, c'est quelque chose qui n'est pas psychologique, dans la tête du patient. En l'occurrence, c'est dans sa tête, mais c'est vraiment dans son cerveau, c'est dans ses neurones. Et puis, ça se produit suite à la perception de l'action thérapeutique. Ça veut dire que si le patient ne perçoit aucune action thérapeutique, il n'y a pas d'effet placebo. Donc le patient, il reçoit tout un tas de signaux, et ensuite, il y a une réponse qui se passe. Si jamais vous ne comprenez pas bien avec ce mot placebo, qui est assez mauvais, vous pouvez toujours le remplacer par un synonyme, qui est le mot contexte. En réalité, l'effet placebo, c'est l'effet du contexte. Vous pourrez toujours interchanger ces deux mots, et puis ça permet quelque chose surtout qui permet un peu d'apaiser les choses. Quand tout à l'heure je vous ai dit que je voulais optimiser la dimension placebo dans mon soin, tout de suite on se dit oulala, il va faire des fausses techniques de kiné, il va faire des... Bon. Alors que si je vous dis je vais optimiser mes soins en élaborant un contexte favorable aux patients, finalement c'est plus apaisé et c'est la même chose. Alors cette première définition, elle nous permet en fait de distinguer trois grandes dimensions dans le soin. La première dimension, c'est la dimension qui est la plus fondamentale, c'est l'évolution naturelle du patient. C'est-à-dire qu'est-ce qui se serait passé si finalement il avait eu affaire à aucun soignant. La deuxième dimension, c'est la dimension qui intéresse énormément la science et qui intéresse énormément les soignants. C'est l'effet spécifique des techniques, donc en l'occurrence dans mon métier, la kiné-respi, etc. Et puis donc, vous avez tout autour qui regroupe une quantité énorme de choses. Donc vous avez l'effet contextuel qui regroupe tout ce qui n'est ni de l'évolution naturelle, ni de la spécificité de l'action que vous avez eue chez ce patient. Donc ça regroupe énormément de choses, et donc c'est ça le placebo. C'est tout le contexte qu'il y a autour du soin. Alors comment ça fonctionne ? C'est un mécanisme qui s'appelle l'attente. C'est un mécanisme dans lequel le patient va se projeter dans l'avenir, et cette projection va activer des choses dans son cerveau. Donc ça part d'une perception, ça part de signaux psychosociaux qui sont décodés, et en réalité ils sont interprétés. On sait que le cerveau il est très fort pour être biaisé et pour se tromper. Ce décodage, cette interprétation, elle va amener une attente, donc une projection vers le futur. Et cette projection, elle va induire dans le cerveau une réponse placebo. Et donc, il va y avoir des choses qui se passent avec des molécules qui vont être sécrétées, ou plus ou moins, etc. Alors, deux petits exemples rapides. Vous avez un patient, et puis vous lui faites une technique dont il n'a jamais entendu parler, qu'il n'a jamais eue, puis vous dites c'est antalgique. Si vous ne lui dites pas ça, il ne saura jamais. Et donc, son attente, bien sûr, c'est qu'il va être soulagé. Et au niveau de la réponse placebo, il va y avoir une excitation des zones du cerveau qui sécrètent les endorphines. Donc, c'est sa propre morphine. Donc, non seulement vous allez lui faire une technique qui est validée pour le soulager, mais en plus, vous allez profiter de ses propres ressources pour que votre soin soit efficace. Et un deuxième exemple, qui malheureusement là est moins intéressant pour nous, c'est cette technique risque de vous faire mal, ou ça va faire un petit peu mal. Là, l'attente, peut-être qu'il n'était pas au courant, l'attente du patient, bien sûr, c'est « je vais probablement avoir mal ». D'ailleurs, je vais avoir mal un petit peu, mais je vais avoir mal. Et donc, là, la réponse, c'est l'inhibition, en fait, antagoniste de la réponse placebo. Donc, non seulement vous allez lui faire mal, mais en plus, vous allez lui chanter les ressources qu'il a, puisqu'il va moins sécréter, en tout cas probablement moins sécréter ces endorphines. Alors ensuite, quand on veut se servir un petit peu de ça, il faut s'intéresser aux signaux psychosociaux, puisque c'est là-dessus qu'on va avoir un impact. Alors il y a plein de manières de les classer, de les analyser, de les différencier. Là, moi, je vous les ai distingués en 4 grands types. Le premier type,
qui est énorme, c'est toutes les connaissances qu'a le patient et toutes ses croyances. Tout à l'heure, M. Hansen parlait du consentement éclairé et des effets secondaires. On est typiquement là-dedans. C'est-à-dire que le patient, il a la connaissance, il a la croyance des effets secondaires, et donc ça induit des effets. C'est aussi l'exemple, c'est comment le patient vous est adressé. Si vous allez voir votre meilleur ami et qu'il vous dit, écoute, va voir Ulvoas, c'est le meilleur kiné de la ville, il va arriver avec une croyance et une attente énorme, et donc il va arriver avec déjà plein d'endorphines partout, alors qu'il va passer le seuil de votre cabinet. Si maintenant vous dites à votre meilleur ami, j'ai pris rendez-vous chez Ulvoas, et qu'il vous dit, tu vas voir Ulvoas, il m'a fait mal. Alors là, lui, j'ai douillé. Là, il va rentrer dans votre cabinet, il va avoir déjà mal partout. Le deuxième grand type, c'est les expériences et les apprentissages du patient. Là, c'est lorsque le patient a vécu quelque chose. Donc, ça peut être, il peut vous avoir déjà rencontré, il peut avoir déjà eu la maladie ou le symptôme, ou il peut avoir déjà rencontré la technique que vous allez lui proposer. Alors là, ça s'appelle aussi le conditionnement. En fait, c'est lorsque le patient fait un lien entre une sensation corporelle qu'il a eue et un élément du contexte. Donc ça peut être l'heure de la journée, la couleur de la pilule. Et donc, lorsqu'il est ensuite réassocié avec cet élément du contexte, eh bien, vous avez l'effet qui va se reproduire plus probablement. C'est pour ça que la première séance avec un patient est vraiment très très importante, puisque si elle se passe bien, si vous le soulagez un petit peu, si l'alliance, si la relation se fait bien, toute la suite du traitement va profiter de la première expérience qu'il a eue avec vous. Et donc ensuite, il y a un phénomène de cercle vertueux qui va se passer. Le troisième type, je le cite juste, c'est l'observation sociale. En fait, c'est lorsqu'on observe un effet chez un tiers. Donc ça peut être de la famille, le voisin de chambre, etc. Et puis, le quatrième, qui en fait nous intéresse le plus, qui est le plus important à mon sens, eh bien, c'est la communication et la relation avec le soignant. Puisque votre patient, il vient vous voir, il a déjà un certain âge, il a déjà beaucoup emmagasiné de connaissances et d'expériences et tout ça. Et donc, il peut avoir des expériences bonnes, des expériences mauvaises, des croyances complètement absurdes. M. Hansen a parlé de Wikipédia, des choses comme ça. On a des patients qui arrivent avec des choses pas justes et qui, du coup, lui font des attentes négatives et donc diminuent, en fait, l'efficacité du soin. Donc, voilà, la communication, donc, typiquement, c'est comment vous expliquez la technique, comment vous lui expliquez sa maladie, ce qu'il vient faire ici, combien de temps ça va prendre. Tout ça, c'est porteur de suggestions. Et c'est nous qui pouvons améliorer comme ça notre soin. Et donc, c'est pour ça, en fait, que là, ici, les dames, juste avant, ont présenté une vidéo avec plein d'éléments de communication, et M. Hansen aussi. Eh bien, en fait, c'est parce que tous ces éléments, toutes ces suggestions amènent des attentes positives ou négatives et qui vont vous améliorer, en fait, l'efficacité du soin que vous faites. Et qu'est-ce que je vais dire Oui, voilà, c'est tout en fait. Pardon. Donc voilà, donc c'est en fait la boucle est bouclée en fait. C'est vraiment ça. Et donc c'est intéressant, par exemple aussi de demander aux patients s'il a déjà eu affaire. Moi je suis kiné, donc je leur demande s'ils ont déjà eu affaire à un kiné, s'ils ont déjà eu cette maladie ou ce symptôme. Parce que du coup, ils amènent avec eux un bagage d'attentes et de croyances et des anciennes expériences qui sont parfois bonnes et porteuses d'attentes positives. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de les renforcer et donc de leur expliquer que du coup, on va travailler avec et on va se baser là-dessus pour faire encore mieux que la dernière fois. Ou bien les patients vont dire non, ça s'était mal passé. Et donc là, d'essayer de corriger toutes ces attentes négatives qu'ils peuvent avoir. Du coup, voilà, en leur disant on va essayer de faire différemment que la dernière fois,
on va se servir de cette expérience pour faire mieux. Et donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Et donc j'espère que vous en savez plus sur l'effet placebo que vous n'en saviez il y a un quart d'heure. Merci beaucoup de votre attention. Merci Grégoire. Voilà, maintenant je vais appeler Vincent Hulvoise, qui est donc un collègue de Vincent. Ils ont fait leur formation ensemble. Et Vincent m'a contacté il y a quelques mois avant de faire son mémoire en me disant « J'aimerais bien faire le mémoire sur l'hypnose », ce qu'il a fait. Et c'est aussi un mémoire qui a été très très bien accueilli par l'Université de Nantes. Comme quoi il y a une attente aussi de développer l'hypnose dans le monde de la kinésithérapie. Donc c'est très important que des tout jeunes comme ça, mouillent leur chemise et mouillent les dessous de bras pour faire le mémoire et pour causer aujourd'hui. Merci. Bon, je ne parlerai pas de l'état de mes dessous de bras, hein, mais merci en tout cas pour cette présentation. Ouais, on va le mettre plus bas encore. Parfait. Donc, comme il vous l'a dit, donc j'ai choisi de faire mon mémoire sur l'hypnose. C'était pas du tout prévu comme ça au départ, mais bon, certaines rencontres ont fait que j'ai choisi cette voie-là. On a tendance en général à dire que avec un peu de recul, on aurait fait les choses différemment, ou avec un peu de recul, on voit maintenant les choses différemment et on pense complètement autre chose. C'est exactement ce qui m'arrive là, un an après ma présentation. C'est-à-dire que le titre de mon mémoire, qui était à la base l'hypnose dans la rééducation, un point sur son usage médical et les modalités d'application dans la kinésithérapie. Maintenant, j'aurais fait complètement différemment et j'aurais proposé plutôt un titre de ce style-là, qui est donc la problématique d'accompagnement du patient via une communication soignée grâce à l'utilisation de l'hypnoseéricksonienne en kinésithérapie. C'est pas tout à fait tourné différemment et ça correspond plus à ce que je pense aujourd'hui en tout cas. Afin de comprendre un petit peu comment je suis arrivé à faire ce travail écrit, je pense qu'il est important de comprendre mon contexte d'élaboration de ce mémoire. Au départ, je cherchais principalement des outils de communication thérapeutique parce que j'avais vu qu'en stage, ma communication n'était pas toujours la plus pertinente, on va dire, avec mes patients, et que après les soins, j'avais tendance à me dire tiens, si j'avais pu dire ça autrement, je l'aurais fait, peut-être que ça n'aurait pas eu le même effet. Alors du coup, j'ai cherché un petit peu partout sur Internet où je pouvais trouver des outils de communication. Et donc j'ai vu plusieurs choses comme la PNL, il y avait des livres entiers sur la communication pure, quoi. Et je suis tombé un petit peu par hasard sur l'hypnose. Et je me suis demandé d'ailleurs comment est-ce que l'hypnose pouvait intervenir dans la communication, quoi. Donc ça, il faut savoir que ça fait à peu près 3 ans que j'ai commencé à m'y intéresser. Et avant, pour moi, l'hypnose, c'était pas du tout ça, quoi. Je vais vous montrer d'ailleurs une petite séquence qui montre assez bien ce que je pensais de l'hypnose à cette époque-là. Je suis très exigeant. Je ne veux pas de dispute pour la télécommande. Alors j'avais un truc imparable pour mettre tout le monde d'accord. Maintenant, vous voudrez regarder tous les 3 un western. Ça marchait du tonnerre. Mais il y avait des effets secondaires. Voilà. Donc en gros, c'était un peu ça ce que je pensais de l'hypnose, quoi. C'était vraiment le truc avec le pendule, c'était un peu farfelu. Et donc ça m'a interpellé et ça a piqué ma curiosité, donc je me suis intéressé un peu plus à ça. Et à force de m'y intéresser, de demander un peu autour de moi, donc j'ai demandé déjà à un médecin que je connaissais qui pratiquait l'hypnose depuis 10 ans déjà. Je me suis dit en 10 ans ça doit pas très bien marcher parce que j'ai jamais entendu parler de l'hypnose dans la médecine. Et sinon j'en ai parlé aussi donc à Grégoire qui était dans ma promotion et qui m'a dit que oui, en effet, on pouvait utiliser l'hypnose dans la kinésithérapie, et qu'il y avait même des revues de littérature qui se faisaient, il y avait vraiment des choses concrètes, quoi. Donc pour ça, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me mette à lire un peu plus et à étendre un peu mes connaissances sur l'hypnose. Vu que j'avais choisi de faire ça comme sujet de mémoire, je partais de vraiment très très bas, vous voyez avec la vidéo.
Je partais vraiment au rag et des paquettes, donc il fallait que j'étoffe un peu mes connaissances. D'abord, j'ai commencé par essayer de mettre au clair un peu comment l'hypnose était utilisée aujourd'hui et comment elle était arrivée là. Donc il a fallu que je fasse un historique un petit peu de tout ce qu'était devenu l'hypnose et dans quelle forme elle était utilisée. Je me suis beaucoup inspiré d'un livre écrit par Bellette, Patrick Bellette, qui m'a beaucoup plu et que j'ai trouvé très facile à lire et qui était justement très bien fait pour l'historique. Ensuite, il a fallu quand même que je m'intéresse au côté médical vraiment pur de l'hypnose, et pour ça, j'ai fait une revue de littérature qui regroupe donc le plus grand nombre d'études possibles. J'en avais sélectionné 70, mais par contre sur les 70, il y en avait à peu près 50 qui concernaient vraiment la médecine pure, donc c'est-à-dire la chirurgie, l'anesthésie, le dentaire, et il y en avait donc une petite vingtaine qui étaient sur le paramédical, donc qui me concernait moi, sauf qu'en kinésithérapie, il y avait 2 études. Donc c'était un peu maigre quoi, pour faire une revue de littérature sur ça. Donc je me suis demandé comment j'allais faire après pour appliquer vraiment à mon champ de compétences. Et en fait, j'ai décidé de faire des témoignages de professionnels qui étaient formés à l'hypnose et qui l'utilisent aujourd'hui de différentes façons. Alors j'ai interviewé, on va dire, 3 personnes différentes qui m'ont dit donc des choses complètement différentes, et l'un avait plutôt l'habitude d'utiliser l'hypnose plutôt comme une technique de communication où il faisait jamais de séance d'hypnose pure, et utilisait simplement les méthodes et les outils de communication qu'on voit en hypnose. L'autre était un kiné est toujours d'ailleurs un kiné qui l'utilise parfois en séance, parfois il fait que de la kiné pure. Et le dernier était kiné, il a arrêté complètement et maintenant il est hypnothérapeute. Voilà, donc ça m'a permis en fait d'étoffer encore le champ de connaissances sur ce que je pouvais faire avec cet outil-là. Et donc par contre j'ai trouvé aussi que c'était quand même un écrit très très théorique, quoi. Et que je pense que quand on arrive à la fin de sa scolarité et qu'on doit passer ça donc à l'oral, je pense que les gens qui sont en face ont envie de savoir comment nous on se place par rapport à ça et concrètement qu'est-ce qu'on va en faire, quoi. Donc pour la présentation orale il y a maintenant 1 an, j'ai apporté en fait autre chose, c'est que j'ai apporté vraiment du concret en montrant une vidéo qui a été faite par un kinésithérapeute formé à l'hypnose, qui donc montrait un patient une mobilisation passive de genoux sur un patient qui était très très douloureux et qui ne pouvait vraiment pas du tout le mobiliser avant. Donc ça m'a permis de reprendre quelques notions de mon mémoire sur les techniques vraiment précises de l'hypnose, comme la lévitation, comme il y avait la catalepsie, il y avait plusieurs techniques comme ça qui étaient très précises. Et après, je voulais apporter en fait ce qui m'a amené à l'hypnose, c'est-à-dire l'outil de communication thérapeutique. Et donc pour ça, en fait, pendant un de mes derniers stages, j'ai mis en place avec l'équipe de CTCV, l'équipe de l'unité cardiovasculaire et cardiothoracique de Nantes. J'avais mis en place un petit lexique de communication thérapeutique, facile, que j'avais appelé comme ça. En fait, c'était plein de phrases que les kinés avaient l'habitude de dire aux patients. Et du coup, j'ai essayé de les changer un petit peu avec tout ce que j'avais pu lire autour de l'hypnose. J'ai essayé de les changer un peu à ma façon et de faire comme si c'était moi qui était en face du patient, quoi. Donc voilà, donc ça m'a fait quelques phrases là que je peux vous proposer. Donc par exemple, au lieu de dire ne bougez pas, je disais plutôt vous pouvez rester allongé, vous serez plus confortable. Voilà, c'est que des choses comme ça, toujours tourner vers le confort, comme on disait tout à l'heure avec les différentes interventions. Hop là, pardon. Toc, voilà.
Alors aujourd'hui, avec le recul, avec un an de recul, pour moi, enfin, j'ai complètement changé mon langage thérapeutique lors de mes séances. Et du coup, ce qui fait que ma façon de pratiquer est aussi différente. Déjà, je bannis complètement le mot douleur et tout ce qui est mal et tout ça. Et maintenant, il y a un exemple concret qui m'a assez marqué la semaine dernière. Là, j'ai une patiente qui est venue au cabinet. Elle était j'avais vraiment mal au bras, quoi. Elle venait pour une opération de la coiffe des rotateurs. Et je la sentais très très mal partie, quoi. Déjà, je me suis dit, bon, si je lui dis de se détendre, ça va surtout pas marcher, c'est sûr. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de tourner les choses autrement avec ce que j'avais lu. Et donc, j'ai installé confortablement. Je lui ai proposé de fermer les yeux. Je l'ai invité à fermer les yeux pour que ce soit encore plus agréable et qu'elle puisse se détendre au maximum. Enfin, qu'elle puisse se détendre tout simplement. J'ai pris son bras de façon la plus douce possible et la plus englobante pour la sécuriser. Et je lui ai juste demandé de respirer amplement. Et après, en fait, au lieu de lui dire de respirer et souffler, j'ai dit respirer. Et en fait, j'ai fait une grande inspiration et un joli soupir. Parce qu'en général, j'ai vu que si je demande à inspirer et souffler, en général, ça donne comme ça. Donc ça, c'est pas vraiment de la détente, quoi. C'est pas trop ce que je recherche. Donc j'ai essayé comme ça. C'est vraiment venu le plus naturellement possible. Enfin, j'ai pas du tout cherché à calculer ce que je faisais. Et finalement, je me suis rendu compte après que ça avait plutôt bien marché. Voilà. Donc là, je reviens là du coup, pardon. Hop, voilà. Aujourd'hui, non, c'était. Pourquoi il y a ça encore? Voilà. Excusez-moi. Hop. Normalement, c'est bon. Ouais, voilà. C'est bon, parfait, merci. Aujourd'hui, alors où j'en suis, c'est que j'ai appelé plusieurs écoles. Je me suis demandé en fait pourquoi on ne pouvait pas apprendre plus tôt à communiquer. Alors du coup, je me suis demandé pourquoi déjà c'était pas prévu dans le cursus scolaire habituel. Et j'ai appelé l'ordre des kinés qui m'a dit que déjà c'était pas dans le décret de compétences de savoir communiquer. Bon. Il m'a dit ça vraiment comme ça. Ensuite, dans la réforme des études actuelles, enfin pas dans la réforme, dans le programme d'études actuel, pardon, il n'y a aucune note sur la communication thérapeutique. Sur l'éducation, il y en a, mais pas sur la communication. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même appelé les différentes écoles, enfin les différents instituts de formation, et sur les 28 que j'ai appelés, il n'y en a pas un seul qui fait de la communication ou qui a fait apprendre de la communication. Sur ces 28 là, il y en a 4 qui font de l'initiation à l'hypnose. Donc je me suis un peu intéressé quand même parce que c'était le titre de mon mémoire. Et dans l'initiation, ils prennent en compte, en fait, ils font que de l'historique et ils font 2 ou 3 techniques de séances d'hypnose, en fait, donc soit de catalepsie, soit de lévitation, mais rien du tout sur la communication. Alors, apparemment, dans la réforme des études qui devrait peut-être passer en décret, bon après ça dépend du gouvernement, hein. Voilà, on verra. Avec notre gouvernement de compétition, peut-être qu'on y passera. Mais avec cette future réforme, ce serait intégré dedans. Donc bon, il n'y a plus qu'à voir comme ça. Hein, donc à Nantes, qui était dans mon ancienne école, j'ai demandé s'ils étaient intéressés pour faire une sorte d'initiation à la communication. Ils ont dit qu'a priori ça les intéresserait beaucoup, mais qu'il fallait que je me forme. Alors du coup, j'ai demandé à Monsieur Viraud et apparemment, oui, il y a une formation de communication thérapeutique qui s'est ouverte il n'y a pas longtemps et donc que je vais certainement faire parce que ça m'intéresse encore beaucoup et j'ai encore beaucoup à progresser là-dedans. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu mon mémoire. Je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.